Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de violents affrontements à Kinshasa en marge d'une manifestation de l'opposition. Un homme a été grièvement blessé. Les opposants appelaient un rassemblement pour dire non à un troisième mandat du président Kabila. Le reportage de nos correspondants sur place. Le procès Hissène Habré à Dakar avec un témoin important, le président de la première commission mise en place pour enquêter sur les crimes de l'ancien président tchadien dès sa chute en 1990. Selon lui, la répression aurait fait bien plus que les 40 000 morts estimés. On en parle avec notre invité, l'opposant tchadien Ngarléji Yorongar. Le Nigeria, invité d'honneur du MEDEF, les patrons français ont reçu le président Buhari accompagné de nombreux chefs d'entreprise. Il a encouragé les investisseurs à venir au Nigeria où il n'y a pas que du pétrole. 8 mois après les émeutes meurtrières, de nouveaux incidents violents aujourd'hui dans la capitale congolaise. 2 à 3 000 personnes avaient répondu à l'appel à manifester de l'opposition qui exige que la présidentielle ait bien lieu, comme c'est prévu par la Constitution, fin 2016. Mais la situation a dégénéré en milieu d'après-midi alors que les leaders de l'opposition se succédaient à la tribune. C'est un reportage signé Mehdi Medeb et Thomas Nicolon. La Constitution cadenassée littéralement, pour l'opposition congolaise, c'est plus qu'un symbole, un devoir. Inquiet d'un possible report de la présidentielle, d'un glissement comme on dit ici, des milliers d'opposants ont répondu à l'appel d'une coalition de partis pour dire non à un troisième mandat de Joseph Kabila. C'est suffisant. Nous voulons aussi qu'il accepte la Constitution et qu'il la respecte parce que c'est cette Constitution-là qui l'a mené au pouvoir, que ce soit en 2011 comme c'est la même Constitution qui lui demande aussi de repartir, de laisser aussi la chance aux autres. De leur côté, les leaders lancent un cri d'alarme. À un peu plus d'un an de la présidentielle, la commission électorale exhortait à organiser en priorité les législatives et la présidentielle, alors que 7 scrutins doivent encore avoir lieu. Ils sont à 16 mois de la fin du mandat de M. Kabila. Un dialogue pourquoi faire? Que la CNI commence les enrôlements de toutes les Congolaises et les Congolais, parce que le fichier électoral que la CNI a à ce jour s'est infecté. Nous n'accepterons aucun débordement du délai constitutionnel. D'un seul coup, la peur s'invite. Mouvement de foule, mouvement de panique. Des hommes en armes et en civil s'en prennent aux manifestants. Certains assaillants seront rattrapés puis lynchés. La police, elle, n'interviendra que tardivement. C'est inacceptable. La police était dépassée. On a vu que la police a compris qu'il s'agissait des gens bien connus. Nous n'avons pas peur. On va faire d'autres meetings et il y aura des marches. Et ça va se faire dans le respect de la Constitution et des lois de la République. C'est pas normal. En attendant, c'est le Parlement congolais qui va donner une suite au débat sur le calendrier électoral. Suivi pour des crimes commis dans l'Est de la RDC, le procès de Bosco Ntaganda, qui plaide non coupable, se poursuit à La Haye. Pour la première fois, un témoin à charge s'est exprimé aujourd'hui, caché à la vue du public et la voix déformée par mesure de précaution. Il a accusé les rebelles de Bosco Ntaganda d'avoir attaqué les populations civiles de son village d'Ituri, Mongwalou. Et puis au Sénégal, l'autre procès à dimension internationale, celui d'Hissène Habré, devant le tribunal spécial africain qui juge l'ancien président tchadien pour crimes contre l'humanité. Un témoin important aujourd'hui, l'un des premiers à avoir enquêté sur les crimes d'Hissène Habré, s'est exprimé aujourd'hui lors des audiences que Sarah Sako a suivies pour nous à Dakar. Mahamat Hassan Abakar a témoigné de longues heures durant sur les conditions de détention dans les prisons sous Hissène Habré. Très droit, la voix posée, il a rappelé que c'est lui le tout premier président de la Commission nationale d'enquête mise sur pied au Tchad sous Idriss Déby, donc peu après la chute de Hissène Habré. On retiendra notamment ce témoignage sur la piscine, un lieu tristement célèbre, en réalité une ancienne piscine coloniale reconvertie en prison où une dalle de béton a été coulée, de toutes petites cellules ont été creusées et où les prisonniers souffraient atrocement de la chaleur, a-t-il expliqué. Évidemment, ce témoignage a ravivé des émotions dans la salle où se trouvent des victimes. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli à l'audience ce matin. À un certain moment, j'ai supporté très mal. L'arme coulait, mais je me maîtrisais tout en l'essuyant parce que ça n'a fait que revivre, ça a reflété la vie. Ma vie en prison avec les amis et encore je vois dans ma tête comment les amis qui mouraient entre mes jambes, vraiment ça a été difficile.
Quant à la responsabilité de Hissène Habré, selon Mahamat Hassan Abakar, elle ne fait pas de doute. La DDS, c'est l'affaire de Habré en personne, a-t-il dit, c'est sa chose à lui. Hissène Habré, de son côté, est resté fidèle à lui-même, impassible dans son fauteuil. Avec moi sur ce plateau, l'une des principales figures de l'opposition tchadienne, Garléji Yorangar, bonsoir. Bonsoir madame. Alors on entendait à l'instant Sarah Sako nous dire Hissène Habré reste impassible, il reste muet depuis le début de son procès. En revanche, on entend les victimes, des témoins s'exprimer. Comment vous jugez jusqu'ici le travail de ce tribunal spécial de Dakar? Hissène Habré doit parler. Il doit parler parce qu'il y va de son honneur. Se murer dans le silence, moi je trouve que c'est honteux. Se faire porter comme un bébé pour un ancien président de la République, c'est encore plus pire. Donc, Hissène Habré doit parler. S'il ne parle pas, déjà l'histoire le condamne aujourd'hui, et demain encore l'histoire le condamnera. Mais vous aviez émis des doutes sur ce tribunal même à Dakar, sur ses compétences, sur sa capacité à juger Hissène Habré. Est-ce que la façon dont ça se déroule depuis le début vous laisse penser le contraire? Moi, j'émets des doutes, mais je reconnais la compétence du tribunal. Mais Idriss Déby a tout fait pour que le tribunal n'ait pas la liberté de juger. Pourtant, les personnes qui s'expriment là-bas à Dakar sont libres de le faire. Moi, Yorangar, j'ai été choisi par le tribunal de Belgique pour témoigner. Vous rappelez qu'au départ, la Belgique souhaitait juger Hissène Habré. Mon dossier a été transmis à Dakar. Et à Dakar, mon dossier a disparu. Vous pensez que c'est la pression du président tchadien? Ça, c'est sûr. Plus grave encore, Monsieur Djarma Ngarondé, dont les fils ont été tués, il a été cité à comparaître par écrit, s'il vous plaît, par écrit. Et aujourd'hui, il n'a pas quitté N'Djamena. Donc, je crois que Déby ne veut pas que les gens sachent la vérité. Or, c'est lui le coupable. Le tribunal de Dakar avait inculpé Hissène Habré de complicité. Mais qui est l'auteur principal? C'est M. Idriss Déby. C'est lui qui tue sur le terrain. C'est lui qui émacule ses victimes. C'est lui qui se met à l'arrière des véhicules pour tirer sur la population, tout ce qui bouge. Donc, je crois que c'est lui qui est responsable. Merci beaucoup d'être venu dans Jean de l'Afrique pour nous parler de ce procès Hissène Habré. On va donner cette information à propos de l'opposant nigérien Ama Amadou qui était sur ce plateau hier, candidat à la présidentielle. Il avait annoncé son prochain retour à Niamey malgré le mandat d'arrêt qui pèse contre lui. Eh bien, il voulait annoncer son retour dans la capitale nigérienne et finalement le ministre de l'Intérieur ce soir annonce qu'il sera arrêté s'il rentre au pays. Le fait qu'il ait été investi par son parti ne lui confère aucune immunité, poursuit le ministre de l'Intérieur. Le président du Nigeria poursuit sa visite à Paris après les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Place à l'économie aujourd'hui. Mouhamadou Bouhari a présidé au MEDEF, le patronat français, une rencontre entre entrepreneurs français et nigérians à laquelle Barbara Loundou et Nicolas Germain ont assisté. Cela faisait longtemps que le MEDEF n'avait pas reçu autant d'opérateurs économiques nigérians. Ce mardi à Paris, le président nigérian a donné un discours très attendu par les industriels français et nigérians. Il a surtout tenu à rassurer les investisseurs en déclarant qu'il intensifiera la lutte contre Boko Haram. Le gouvernement nous a rassurés. Il a fait en sorte que nos employés soient en sécurité. Nous croyons à l'avenir du Nigeria. Cette phase de violence va passer. Nous allons investir dans le nord-est du pays. Cela va créer de l'activité économique et donc rendre les gens optimistes. Les hommes d'affaires nigérians espèrent que cette visite du président Bouhari permettra de renforcer les liens économiques entre les deux pays. On espère que cette visite va essayer de relâcher tout le potentiel qui existe entre les deux pays. Donc on espère que dans l'avenir,
on va réciproquer. On aura beaucoup de compagnies nigériennes ici qui vont venir aussi, et puis beaucoup de compagnies françaises qui vont venir au Nigeria en même temps. Deux dirigeants d'une compagnie française qui a déjà ouvert une filiale au Nigeria nous présentent leur bureau parisien. Ils nous expliquent pourquoi ils ont investi dans la mégapole de Lagos. Ce sont des gens qui sont très entreprenants et c'est vrai qu'il y a une ambiance business qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que les choses prennent peut-être plus de temps là-bas et c'est un élément qu'il faut gérer dans le sens où il ne faut pas être impatient. De plus en plus d'entreprises françaises souhaitent s'implanter dans ce marché en plein boom. En 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé au monde, avec 450 millions d'habitants. Le Goncourt solidaire avec la Tunisie, le prestigieux prix littéraire français va se délocaliser. La dernière sélection retenue sera annoncée depuis le musée du Bardo, cible d'un attentat meurtrier en mars dernier. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'information continue tout de suite sur France 24. Le débat. Vendredi, France 24 délocalise son débat au MUSEM pour une émission exceptionnelle. Chaque jour, ils sont des milliers à tenter d'entrer en Europe par la Méditerranée au péril de leur vie. L'actualité est désormais rythmée par son flot de drames, de naufrages et de noyades de migrants. La mer Méditerranée se transforme-t-elle en mort Méditerranée? Au-delà des mesures d'urgence, comment faire face à la crise des migrants à l'échelle de la Méditerranée? Ne manquez pas ce débat exceptionnel sur France 24 et France24.com.